Du coup, enfin, Marie et moi, on fait partie d'un collectif de freelance, donc de travailleurs indépendants, spécialisés dans le marketing, la communication et le digital. Bien sûr, on travaille beaucoup tout l'aspect réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas seulement le gratuit, l'organique, mais forcément le payant, parce que c'est là où on va tirer son épingle du jeu. Et donc, on intervient aujourd'hui pour vraiment faire un focus sur Instagram Ads parce que, en fait, le sujet est tellement vaste pour que ça soit un petit peu opérationnel et que vous puissiez en sortir des choses concrètes. Il vaut mieux se consacrer pendant 1 heure à une seule régie. Donc moi, pour me présenter rapidement, du coup, je suis Laura Streleski, donc je suis la cofondatrice du collectif de freelance. Moi, j'ai un parcours à la base scolaire plutôt très marketing-finance. J'aime beaucoup le concept de l'offre qui rencontre la demande et comment on fait matcher tout ça avec une notion de, voilà, de rentabilité et de vision stratégique de l'entreprise à long terme. J'ai appris le digital plutôt en autodidacte parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément à mon époque de formation digitale en fait, dans les cursus. Donc, je l'ai plutôt appris sur le terrain avec beaucoup de tutos YouTube, beaucoup de blogs spécialisés, beaucoup de lectures et surtout en faisant parce que de toute façon, dans le digital, il n'y a pas de secret, c'est en faisant les choses qu'on apprend et on n'a jamais fini d'apprendre parce que d'une année à l'autre, les choses évoluent très vite, les algorithmes évoluent très vite. Donc, c'est une remise en question permanente. Et enfin, voilà, je suis entrepreneur. J'ai plusieurs expériences entrepreneuriales, que ce soit dans la création de start-up avec des associés, dans lesquels je suis toujours, mais plutôt associée dormante, dans la collab, cette aventure entrepreneuriale d'indépendant. Et aussi, j'ai repris une entreprise familiale dans le secteur qui n'a rien à voir du remorquage dépannage, mais voilà, une société de 12 salariés où j'ai plutôt une casquette RH et directrice financière. Et ça me permet d'avoir une vision globale et j'attache beaucoup d'importance et je trouve très agréable de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs mes connaissances métiers et parfois aussi mes expériences entrepreneuriales parce que voilà, c'est très enrichissant. Et du coup, j'interviens dans pas mal d'incubateurs dans ce côté transmission et échange de savoir pour s'enrichir les uns les autres. Voilà pour moi. Je laisse Marie se Moi, c'est présenter. Marie Leleu Pascal. Du coup, j'ai rejoint la Collab il y a quelques mois en tant que meneur de projet. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en communication digitale et gestion de projets web dans plusieurs univers, des grandes entreprises, des plus petites entreprises, en agence, etc. Et maintenant, voilà, je suis à mon compte depuis une bonne année maintenant. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les indépendants, les artisans, plutôt des petites structures, du coup, dans tout ce qui est animation des réseaux sociaux, la conception de leur ligne éditoriale et de leur stratégie. Je les aide à concevoir des contenus. Et je fais aussi beaucoup de gestion de projet, voilà, de divers et variés, mais toujours dans le digital. Voilà pour mon expérience. Je vous présente du coup la Collab. Donc, c'est une entreprise, comme Laura le disait, collective engagée qui réunit 83 experts freelance aujourd'hui, qui sont tous passionnés et experts des métiers du marketing, de la communication et du digital. Aujourd'hui, la Collab est présente dans 4 villes principalement, donc à Toulouse, Paris, Barcelone et Marseille. Et la spécificité de la Collab, c'est de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure avec vraiment des personnes qui vont être sélectionnées en fonction de leur expertise, en fonction des problématiques de nos clients. Donc aujourd'hui, la Collab regroupe 83 freelance membres, 680 experts qualifiés. Et on est expert donc sur 32 métiers, donc principalement en marketing stratégie, en communication, web marketing, design UX, créa et développement. Donc là, ils sont un petit peu plus détaillés. Donc, on peut intervenir sur tout ce qui est marketing et stratégie. Donc, chef de produit, une bande marketing, conception, rédaction. Également communication et web marketing. Donc, on fait beaucoup de community management, de la rédaction web, voilà, tous les métiers qui sont listés ici. Du SEO également, du Google Ads, Facebook Ads, qu'on verra un petit peu plus tout à l'heure. Bon. Et du coup, on a trois façons principales de travailler avec les freelances aujourd'hui. Donc, la collab project, qui peut s'apparenter un peu à une agence de communication dans son fonctionnement. On va placer une équipe de freelance qui va réaliser donc les projets, donc la construction de la marque, l'élaboration des supports de communication, enfin tout ce qui va vraiment être un projet de communication marketing.
Il y a également la collab Connect, qui va plus s'apparenter ici à comment dire, agence RH, enfin, je sais plus le terme exactement. Ouais, c'est ça. Laura, tu me complètes si tu veux. Oui, cabinet Donc, de on va placer, recrutement, ouais, un cabinet de placer recrutement, des ouais, talents. pour placer des talents dans les équipes, donc adaptés encore aux problématiques et aux besoins du client. Et la troisième façon, donc, c'est de travailler avec nous, c'est la Collab Academy. Donc là, plus un organisme de formation. Donc, les freelances peuvent former des équipes à divers métiers en communication, en marketing digital, en fonction de leur expertise. Et on a un financement possible à 100% avec les différents organismes et CPF en place. Alors, nos valeurs, bienveillance, utilité, non, tu ne le dis pas. Si, Agilité, si. passion, voilà, vous le voyez. On rentre dans le sujet. Donc, merci pour tous ceux qui Oui, ont déjà un peu Eric, écrit dans le chat c'est bien. où vous en étiez. Donc là, a priori, la plupart d'entre vous, en tout cas de ceux qui ont écrit, n'ont pas encore utilisé Instagram Ads. Donc, c'est un petit peu la découverte. Mm. Si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, en revanche, moi, je suis très preneuse. J'avais prévu une partie exemple où on allait interagir sur vos publicités. Donc, n'hésitez pas à vous manifester parce que peut-être que on pourra vous donner la main à un moment donné pour montrer un petit peu les publicités que vous avez pu réaliser afin qu'on puisse commenter ensemble et voir comment ça peut être optimisé. Donc, j'espère que certains d'entre vous auront déjà fait quand même des Instagram Ads pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble. Ok, donc oui, bah, pour rentrer dans le vif du sujet, donc on va d'abord vous expliquer pourquoi faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, l'objectif numéro 1, c'est d'atteindre de nouveaux prospects, de toucher le plus grand nombre de personnes et au même endroit. Et l'objectif numéro 2, c'est de toucher une cible ciblée grâce à un ciblage très précis. Donc on va vous montrer pour ceux qui n'ont jamais utilisé. Troisièmement, les publicités sur les réseaux sociaux permettent également d'augmenter votre visibilité, d'exister sur les réseaux. Et c'est un levier marketing très puissant qui nécessite un investissement un petit peu moins onéreux que la publicité traditionnelle. Donc, c'est voilà, les quatre raisons principales. Donc, il y a quelques prérequis avant de se lancer sur la publicité sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, il faut avoir un profil Instagram qui inspire confiance. C'est vraiment important avant de dépenser du budget dans la publicité sur les réseaux sociaux, d'avoir un profil qui soit cohérent et qui inspire confiance de votre audience, parce que sinon c'est un peu du gaspillage de dépenser du budget pour les emmener sur un profil qui ne tient pas vraiment la route. Donc, pour avoir un profil qui inspire confiance, il faut vraiment publier régulièrement, avoir une bio claire et bien complétée, avoir un feed homogène et en accord avec votre marque. Et si possible, avoir déjà une communauté, enfin en tout cas un minimum de communauté existante et engagée. Voilà, on vous a mis un exemple de compte, là, les raffineurs, qui est efficace, qui a une bonne bio très claire, avec l'URL bien renseignée, toutes les informations de contact. Donc, c'est un compte qui inspire confiance. Quand on arrive dessus, ça évitera de faire de la publicité, d'amener des visiteurs sur votre profil et qui s'en aillent ensuite parce qu'ils n'ont pas trouvé finalement ce qu'ils recherchaient. Ensuite, on vous a mis une petite checklist pour vraiment optimiser ce compte. Donc, ça répète un petit peu ce qu'on a dit avant, mais ça vous permet d'avoir les idées bien claires sur ce qu'il faut faire. On pourra vous partager la présentation si vous voulez le garder pour le petit mémo à cocher. Voilà, c'est plus facile à mettre en œuvre. Du coup, bien rédiger une bio optimisée, mettre une photo de profil au bon format, donc travailler l'uniformité et la cohérence graphique, comme on disait tout à l'heure. Choisir des titres de rubriques pour vos stories à la une et créer des petites icônes graphiques. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi on parle quand on parle des stories à la une, mais c'est vrai que c'est important de les soigner car c'est un des premiers éléments que les visiteurs voient sur votre profil. Et ensuite, alors du coup, pour prendre en main les outils de régie publicitaire, il y a deux options. Donc, la première option, c'est directement depuis l'application Instagram. Donc, c'est un outil très pratique et très facile à utiliser, mais c'est vrai qu'il offre un peu moins de possibilités que le Business Manager qu'on verra par la suite.
Donc, quand vous êtes dans votre application Instagram, vous pouvez donc créer une publicité, sponsoriser un post. Et en premier lieu, vous allez devoir donc sélectionner un objectif. Donc, c'est plus de visites sur le profil, sur le site ou plus de messages. Ensuite, la page de destination de votre publicité, si c'est sur votre profil ou le site web. Ensuite, sélectionner l'audience cible. Donc là, effectivement, vous pouvez entrer vous-même vos options de ciblage qui vous permet de cibler précisément à qui va s'adresser vos publicités. Et ensuite, vous pourrez donc déterminer le budget que vous voulez y consacrer et sur quelle période. Donc ça, On c'est va assez rentrer facile à dans les prendre. Oui, après, ouais. C'est pour ça que je vais assez rapidement, parce que je sais que Laura va détailler un petit peu plus après tout ce côté-là, mais c'est pour vous montrer les deux options pour gérer vos publicités. Donc, il y a aussi donc la possibilité de gérer vos publicités depuis le Facebook Business Manager. Donc, vous pouvez y accéder directement via votre page Facebook. Et ensuite, quand vous créez une publicité ou une campagne, comme tout à l'heure, il va falloir d'abord choisir un objectif de campagne. C'est vraiment la première étape. Donc, voilà, augmenter votre notoriété, booster le trafic, faire des conversions, des ventes, etc. Donc, ça aussi, on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et là, ensuite, vous pourrez paramétrer votre campagne, donc avec le nom de campagne, les catégories et l'objectif qui aura déjà été sélectionné. Donc, nouvelle campagne ou nouvel ensemble de campagnes, comme on va le voir juste après. En fait, vous pouvez créer, dans une campagne, vous pouvez créer plusieurs ensembles de publicités possibles. Donc, d'avoir des il y a un petit peu des sous-parties et plusieurs publicités. Donc, vous pourrez adapter du coup le contenu, le format, en fonction de là où vous allez placer votre publicité. Donc, voilà, ça peut être des stories, des posts. Vas-y, Laura. L'avantage de vraiment passer par la régie publicitaire Facebook pour gérer vos campagnes Instagram, c'est qu'on a un niveau de détail et une possibilité de cibler de façon beaucoup plus précise que sur Instagram. Du coup, souvent, on a des meilleures performances en lançant une publicité depuis le Business Manager que sur Instagram. La cible est plus précise, elle est moins large. Vous pouvez paramétrer vos placements, etc. Et vous pouvez aussi mieux gérer et piloter vos campagnes en termes de statistiques. Vous voyez un peu, il y a une profondeur d'information et de statistiques qui est plus importante. Et ça vous permet, là, la slide sur laquelle on est, de pouvoir aussi faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire de tester deux publicités, par exemple, sur un même objectif. Au stade de la campagne, vous allez toujours choisir, par exemple, l'objectif créer du trafic sur mon site Internet. Sur l'ensemble de publicités, vous allez toujours pouvoir choisir sur cet objectif-là des audiences, mais vous pouvez cibler très bien une mère de famille, comme l'adolescent, comme, je ne sais pas, l'homme actif. Et en fait, sur ce même objectif, vous allez pouvoir comparer la performance des audiences. Et ça, vous allez pouvoir le comparer au niveau de l'ensemble de publicités dans lesquelles vous aurez plusieurs sous-ensembles de publicités adaptés à chaque cible. Et enfin, dans la publicité, vous allez là aussi pour la même cible, par exemple pour la mère de famille que vous souhaitez attirer sur votre site Internet, pouvoir tester 2, 3, 4 messages pour faire de l'A/B testing et voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc, vraiment, il faut voir la régie publicitaire de Facebook pour la gestion des campagnes Instagram ou pour la gestion de campagnes pub Facebook comme un peu un arbre généalogique où vous avez un objectif et à chaque fois, vous avez des branches qui vous permettent de tester plusieurs choses. Et à l'issue, vous allez pouvoir voir l'ensemble et savoir quelles sont les combinaisons gagnantes et qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vos cibles en fonction des messages que vous leur distribuez. Et enfin, donc, pour ceux qui se posent la question de la différence entre donc le gestionnaire de pub et le bouton sponsorisation, Laura a déjà un peu répondu, c'est la simplicité et praticité par rapport à la personnalisation. Du coup, effectivement, comme Laura le disait, le gestionnaire de publicité offre beaucoup plus d'options pour personnaliser vos campagnes, là où le bouton sponsorisation d'Instagram va être l'outil facile, rapide à mettre en place, mais vous offrira beaucoup moins d'options pour personnaliser vos campagnes.
Je ne sais pas si vous aviez tous en tête, ces 2 possibilités déjà pour lancer vos campagnes ou s parce que souvent il y a plein de personnes qui pensent simplement à l'application Instagram et la partie promotion. Je ne sais pas si vous aviez en notion que vous pouviez lancer depuis Facebook. Si ce que vous avez des questions sur cette partie-là ou, c'est clair pour tout le monde? Sur, déjà les outils en eux-mêmes, les 2 options que vous avez? Non? C'est bon pour vous? OK, bon je continue du coup. Je vais rentrer sur un peu plus la partie opérationnelle. En gros, on lance pour réussir une stratégie de campagne publicitaire, on passe plus ou moins par 5 étapes et qui ne sont pas des moindres. Donc on l'a dit plusieurs fois, par rapport aux écrans déjà que vous proposent les applications ou les interfaces, on commence toujours par déterminer son objectif. D'ailleurs, comme dans toute stratégie de communication ou stratégie commerciale, si vous avez plus la fibre commerciale, la base de toute action, c'est vos objectifs qui vont être corrélés étroitement avec la cible que vous choisissez. Et ensuite, ces objectifs et cette cible vont vous permettre de déterminer des messages précis. C'est très important dans une stratégie de se dire que vous allez être dans une méthodologie test and learn, c'est-à-dire qu'il va falloir faire pour vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Parce que en fonction de votre marque, de votre produit, des cibles que vous choisissez, ça peut être très aléatoire d'une marque à l'autre. Ce qui va faire la différence, c'est qui vous êtes, qui vous ciblez et donc vous allez avoir besoin de beaucoup analyser ce que vous avez fait pour toujours optimiser. Quelqu'un qui fait des bonnes campagnes aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait lire la data, et les résultats de ses campagnes pour aller chercher des sources d'optimisation en permanence et c'est pas parce que vous avez une campagne qui a très bien marché pendant 3 mois qu'elle marchera aussi bien les 3 prochains mois. Les évolutions des comportements des consommateurs sont telles aujourd'hui sur le digital qu'il y a besoin d'une mise à jour en permanence. Également, vos concurrents vont avoir un rôle en fait et vont pouvoir parfois communiquer plus, être plus performants que vous et donc vous volez la vedette sur une publicité. Donc il faut être toujours en analyse et en warning et toujours savoir mettre les optimisations. Également, un des facteurs clés, de succès et de réussite sur vos Instagram Ads, c'est d'avoir bien en tête, même si ça semble évident, que vos publicités vont être principalement visionnées sur mobile, puisqu'aujourd'hui les utilisateurs des réseaux sociaux sont principalement sur mobile. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Ça semble, logique, mais, on voit assez souvent des publicités qui sont pas très bien adaptées aux réseaux sociaux, enfin au mobile, mais plus à l'ordinateur. Donc pensez-y, pour démarrer. Donc je vais d'abord vous parler des objectifs. Donc, quand vous êtes une start-up et comme moi la première, je l'ai fait, notre premier objectif, c'est de vendre. Alors moi, je voudrais attirer, votre attention sur le fait que bien sûr, il faut vendre parce que c'est là où vous allez avoir du retour sur investissement. Mais il faut bien avoir conscience que quand quelqu'un se connecte à Instagram, il ne se connecte pas à un e-commerce. Il se connecte sur un réseau social. Un réseau social, par définition, c'est un endroit d'échange, de partage, où on va apprendre de l'information, on va aller prendre des nouvelles de ses amis, de sa cousine qui vient d'avoir un bébé, de sa meilleure amie qui vient d'avoir un chat. Enfin, voilà. Mettez-vous dans le contexte d'utilisation des Instagrammeurs, hein, des gens qui utilisent Instagram. Ils ne sont pas là pour acheter. Par contre, ils sont là pour découvrir et créer une relation avec une marque. Et donc, votre premier objectif sur Instagram, ça va être de travailler pour moi, votre visibilité. Donc, c'est mon premier corner. Donc, c'est faire savoir que vous existez. Deuxièmement, votre notoriété, c'est le step d'après. Une fois que les gens vous ont vu, ils vous connaissent, en fait, il va falloir qu'ils se rappellent de vous. Donc, travailler la mémorisation et la notoriété. Enfin, vous allez pouvoir largement travailler l'engagement. Donc, la capacité à créer un attachement entre l'utilisateur d'Instagram et votre marque. L'attachement, la préférence, le sentiment d'appartenance, tout ça, c'est des choses qui se travaillent énormément et très bien sur Instagram et qu'on ne peut pas forcément travailler sur d'autres plateformes, notamment Google, par exemple. Quand vous faites des Google Ads, vous travaillez très peu l'engagement et l'attachement à la marque. Alors que par exemple, sur Instagram, vous êtes à fond là-dedans.
Et en fait, une fois que vous avez, ces variables, donc ça, ce sont des choses qui vont très bien marcher sur Instagram. Aujourd'hui, Instagram développe de plus en plus sa stratégie de social selling, notamment avec les catalogues de produits et cetera. Ils essayent de monétiser Instagram, leur plateforme, en essayant de générer des ventes pour les marques qui sont présentes. Mais il faut bien avoir en tête que les ventes, elles vont être générées auprès d'une communauté qui vous ont déjà vu, qui vous ont connu, reconnu, mémorisé, qui vous ont ensuite aimé. Et à ce moment-là, quand ils vous aiment, ben, c'est à ce moment-là que Instagram va pouvoir enclencher la partie social selling et être dans l'action et dans la performance. Donc, je vous dis ça, voilà, simplement pour que, en fait, c'est très bien d'avoir un objectif de vente, mais vous allez devoir vous fixer des objectifs intermédiaires qui sont notamment celui de gagner des abonnés, qui sont celui d'avoir de la visibilité, des vues, en fait, ou des interactions sur votre profil. Un petit complément d'information sur la partie objectif, il faut que vous ayez en tête que une personne, quelqu'un sur internet, il faut qu'elle ait vu en moyenne 6 fois votre marque avant de passer à l'acte d'achat. C'est-à-dire que, souvent on se dit: «Bon, ben, on a déjà lancé un message publicitaire, je l'ai déjà fait, je vais pas le republier ou le responsoriser». Ben, en fait, non. Il faut être présent plusieurs fois dans l'esprit du consommateur et idéalement, il faudrait que ces 6 points de contact se passent au moins sur 2 ou 3 plateformes différentes parce que chaque plateforme joue un rôle différent. Donc, par exemple, ils peuvent vous voir pour la première fois et vous connaître sur Instagram. Mais ce qui pourrait être très bien, c'est qu'ils vous voient une deuxième fois, par exemple, dans un article de presse. La presse, par exemple, ou un influenceur va renforcer votre crédibilité et votre légitimité. Ensuite, si par exemple, ils vous ont reconnu, ils vous ont en tête, ben, il va falloir qu'ils vous trouvent sur Google Ads. Au moment où ils vous cherchent, qu'ils puissent vous trouver pour déclencher l'acte d'achat. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut avoir un dispositif digital au moins avec 3 canaux selon moi pour, arriver à capter l'attention et à créer la conversion vers l'acte d'achat. Ça, c'est très important. Ne vous misez pas tout sur Instagram. Instagram est un levier hyper efficace, hyper pertinent, sur certains business, mais seul, il ne pourra peut-être pas atteindre pleinement tous vos objectifs. Et ces objectifs, quelque chose qui est très important, vous les retrouvez donc dans les régies publicitaires, pardon, comme l'a montré Marie tout à l'heure. Ils se distinguent en 3 grandes catégories. La partie sensibilisation, donc visibilité et notoriété. La partie qu'ils appellent plus considération, donc là où on va parler de trafic, par exemple sur une page web, sur, une application mobile, sur, des vidéos, sur de l'interaction et enfin des conversions qui vont être purement de l'achat. Et ces objectifs, en fait, quand vous déterminez un objectif sur la plateforme Instagram, tout l'algorithme de publicité Instagram va favoriser votre atteinte des résultats envers cet objectif. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer une publicité en vous disant, je vais à la fois faire de la visibilité, à la fois je vais imaginer avoir de nouveaux abonnés et à la fois je vais avoir plein de trafic sur mon site internet. Non, ça, en fait, ça ne marche pas. Une campagne égale un objectif. Si la campagne que vous lancez, elle est faite pour avoir de nouveaux abonnés, tout doit être dirigé vers les nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, l'algorithme Instagram boostera les résultats que dans ce sens-là. Donc ça, il faut que vous en ayez bien conscience. Ça, c'est très important pour lancer ses premières publicités. Et je voulais rajouter quelque chose. C'est très important quand vous lancez une publicité de déterminer les objectifs quantitatifs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez du trafic sur votre site internet, c'est très bien, mais il faut se donner un objectif. OK, moi, sur mon site internet, actuellement, je ne sais pas, j'ai 100 visites, par, mois, par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai 100 visites par mois. Moi, en lançant une publicité Instagram, j'aimerais au moins attendre 100 visites supplémentaires, doubler mon volume de visites. OK, objectif, acquisition de trafic. L'objectif d'acquisition, c'est 100 visites sur la page du site internet. On a vraiment cet objectif en tête et c'est grâce
à cette quantification de l'objectif qu'on va pouvoir ensuite déterminer le budget, le placement, etc. Toute la suite. Il faut que vous ayez, voilà, un objet. Si vous le dépassez, tant mieux. Mais en tout cas, si vous ne le dépassez pas, etc., vous allez pouvoir avoir une analyse très fine et essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint cet objectif et comment vous allez pouvoir optimiser ou peut-être vous dire que bah, le réseau social sur lequel vous êtes n'atteint pas les objectifs fixés, en tout cas pour l'acquisition de trafic. Il peut l'atteindre pour d'autres options, comme on parlait tout à l'heure avec Claire, je crois. Par exemple, LinkedIn ne peut ne pas permettre d'avoir l'acquisition de trafic, mais travailler la notoriété. Voilà. Il faut que chacun, vous puissiez savoir sur quel réseau vous appuyez par rapport à quels objectifs. Donc, une fois que vous savez que vous voulez atteindre, par exemple, 100 visites par mois sur votre site internet, ce qui va être déterminant, ça va être ensuite de travailler sur la cible. C'est un facteur clé de succès. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas que Instagram, en tout cas en B2C, puisse ne pas être un bon canal de communication. Si vous travaillez bien objectif, cible et message, la triangulaire, vous aurez forcément des résultats. Mais il faut plus que jamais, quand vous faites des campagnes digitales, avoir dans votre esprit les personas. Les personas, ils vous permettent bien sûr de déterminer vos ciblages, vos caractéristiques de ciblage, telle personne entre tel âge, par rapport à l'âge, la situation géographique, ces choses-là. Mais surtout, il vous permet aussi de définir le bon message. On ne parle pas pareil à la mère de famille qu'à l'adolescent, qu'à l'homme actif. Au-delà du fait de variables sociodémographiques, ces personnes-là, elles ont des motivations et des freins à l'achat qui sont différentes de l'une à l'autre. Et donc, ces motivations et ces freins de chaque persona sont hyper importantes pour construire les messages. Donc, quand vous faites votre audience de ciblage, vous allez forcément ne pas mettre dans le même panier tous vos personas. C'est impossible. Vous ne serez pas pertinent, vous ne serez pas dans la personnalisation du message et ça ne marchera pas. En fait, aujourd'hui, le mass marketing, c'est-à-dire adresser un même message à des millions de personnes, ça ne marche pas. Il faut que ce soit segmenté. Vous êtes en train de cibler la personne de 30 ans. La personne de 30 ans, elle a ce frein, elle a cette motivation. Forcément, dans le message, vous allez travailler sur atténuer le frein et stimuler la motivation pour déclencher l'acte d'achat. C'est vraiment un prérequis très important. Quand vous êtes sur la partie ciblage, donc sur l'application Instagram, c'est tout simple, il n'y a pas beaucoup de variables. Je vais rentrer plutôt, moi, sur la partie plutôt Facebook. Donc, dans Facebook, pour une publicité Instagram, hein, je le rappelle, vous avez plein de paramètres, en fait, pour déterminer votre audience. Ce qui est très intéressant dans la partie Facebook, c'est que vous avez une estimation de l'audience qui est faite. Donc, vous le voyez, la audience size avec un petit curseur. En fait, l'idée, c'est d'être dans la partie un petit peu verte. La partie verte, c'est vraiment, Facebook considère que l'audience n'est ni restreinte, ni trop grande, ni trop large. Donc ça, c'est une bonne estimation. Il vous dit le nombre potentiel de personnes que l'audience va toucher. Et ensuite, il estime même les résultats que vous pouvez attendre de cette audience. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, là, dans ce cas précis, ça doit être une publicité, par exemple, de mentions j'aime. Donc, il estime combien de mentions j'aime on va pouvoir atteindre. Donc, ça, c'est plus pour Facebook. Mais par exemple, si vous êtes sur une campagne d'acquisition de trafic, il va vous dire combien de clics vous pouvez estimer quotidiennement grâce à cette publicité par rapport à l'audience que vous avez choisie et le budget que vous avez déterminé. Et donc là, hop, quand vous êtes en train de construire votre audience et en simultané travailler votre budget, par rapport aux 100 visites que vous souhaitez, ben, vous allez pouvoir travailler votre curseur pour essayer de vous approcher du résultat de 100. Donc, c'est un très bon indicateur. Moi, juste le petit conseil que je vous donne, c'est toujours de vous fixer sur la fourchette basse que Facebook vous donne, parce qu'il est toujours un peu plus optimiste que la réalité. Donc ça, c'est vraiment l'outil d'estimation qui va vous permettre de savoir un petit peu comment cibler et quel budget mettre pour atteindre vos objectifs. Comment choisir la bonne taille? Donc la taille, bien sûr, de votre audience, ça va dépendre de votre marché,
Bien sûr, si vous êtes sur un marché de niche, vous allez tendre vers une audience restreinte, alors que si vous êtes sur un marché, voilà, assez large et assez gros, vous allez avoir une audience plus large. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez une audience large, plus finalement, pour avoir en tout cas de la conversion d'achat, ça risque de coûter un petit peu plus cher parce que vous allez cibler très, très large. Mais par contre, en notoriété, vous payez moins cher parce que vous pouvez brasser un peu plus de monde. Alors j'ai une question, je m'arrête pour Claire et je continue ensuite. Laura, votre recommandation, objectif 1, développer votre notoriété, visibilité, puis objectif 2, vendre. Tout à fait, Claire. Moi, vraiment quand j'accompagne des startups, je vais être sur un premier objectif. Alors, d'abord d'accroître la communauté. Parce que quand on accroît la communauté, on accroît la visibilité et on essaye de faire adhérer des personnes à sa marque. Comme le disait Marie en préambule, un des prérequis, c'est d'avoir un profil qui inspire confiance. Et finalement, un profil qui inspire confiance, malheureusement, on passe encore aujourd'hui par une communauté, alors pas énormissime, hein, mais ayant atteint une taille un petit peu critique. Aujourd'hui, la taille un peu critique qui inspire confiance sur Instagram, on va être autour de 1 500 abonnés. En général, pour un produit B2C, ça va être la taille critique qui va attirer la confiance. Donc, tant que peut-être que vous n'avez pas atteint cette taille de communauté, moi, j'opterais pour dépenser du budget pour faire grandir un petit peu cette communauté. Et la deuxième chose sur laquelle j'opterais, ça serait sur du boost de publication. J'y reviendrai aussi, mais on peut faire soit de la publicité purement, soit booster des publications. Et une publication qui fonctionne bien sans avoir payé, de mettre un petit budget de 10-20 euros sur quelques jours pour booster sa visibilité, ça va vous permettre d'atteindre de nouvelles personnes et d'augmenter l'engagement de votre compte et donc, toujours pareil, avoir un peu plus de crédibilité et de légitimité. Et ce qui est intéressant, c'est sur ces gens que vous avez touchés et qui vous ont vu, qui vous ont connu, vous allez peut-être pouvoir retravailler, et je vais y venir ensuite, une option de ciblage en retargeting, c'est-à-dire cibler des gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà interagi, qui vous ont déjà vu, qui ont déjà visité votre site, vers de l'acquisition, de la vente pure. En fait, vous avez fait le step 1. Vous n'êtes pas un inconnu, vous n'êtes pas une marque inconnue pour eux. Donc là, vous pouvez vous permettre directement de leur adresser un message de vente. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Je vais y venir sur mes slides après d'audience. Mais simplement pour répondre à votre question, sur les objectifs, effectivement, je m'attacherai d'abord à avoir une belle communauté, à avoir des boosts de publication qui vous permettent d'atteindre plus de gens sur des contenus très affinitaires et un peu moins commerciaux. Et ensuite, des gens qui vous ont déjà vu, déjà connu, quand vous avez une certaine notoriété, ça sera beaucoup plus facile d'aller sur de l'acquisition de clients. Super. Donc, je continue sur ma bonne taille, parce que c'est vrai que la bonne taille, on me le demande souvent, mais comment je sais si c'est assez large, etc. Donc, moi, je vous l'ai dit, déjà par rapport à votre taille de marché de base. Ensuite, plus votre marché est large, plus le budget que vous allez devoir allouer va être important. Je me souviens avoir rencontré une personne qui faisait une campagne de crowdfunding et qui me disait, oui, mais moi, mon crowdfunding, il est ouvert au monde entier. Alors, je lui dis oui, OK, il est ouvert au monde entier, mais pour faire la communication du crowdfunding, moi, ce que je vous conseille et ce que je vous suggère, c'est de commencer par recentrer sur une petite zone. Donc, bon, lui, il était sur le monde entier. Je lui ai conseillé d'abord d'être sur la France, par exemple, qui était voilà, là où était son réseau et son stimuli de base. Ce qui n'empêche que si quelqu'un des États-Unis voit son projet, puisse participer. Mais il vaut mieux concentrer son budget sur une zone plutôt que de l'éparpiller. Alors là, je parle d'une zone géographique, mais on peut aussi se dire, si vous avez 3, 4, 5 personas, vous dire, OK, je vais commencer à travailler sur 1, 2 personas. Je vais concentrer mon budget parce que plus vous diluez votre budget, moins il va être efficace. Donc ça, c'est vraiment une notion à avoir en tête. Concentrer votre budget. Et si par exemple, vous êtes sur un rayonnement France, peut-être essayer de commencer à travailler une ville représentative peut-être de votre communauté. Imaginons si vous êtes sur un urbain, etc. Peut-être ne pas prendre directement Paris, mais prendre Lyon.
qui est une ville intermédiaire et peut-être plus représentative des autres villes de France que Paris. Et vous testez sur Lyon, vous commencez à apprendre avec la ville de Lyon. Et une fois que vous avez un bon apprentissage et que vous maîtrisez vos coûts, bah, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous dire, OK, maintenant je duplique à Bordeaux, je duplique à Nantes, je duplique à Marseille, à Toulouse, parce que vous aurez la connaissance d'une ville et vous pourrez vous dire, OK, je maîtrise mon budget, je peux aller plus loin. C'est quelque chose qui est aussi très, très intéressant pour les investisseurs. Ils vont préférer que vous ayez maîtrisé une zone et que vous êtes capable maintenant de dupliquer, de scaler en fait, le terme en startup, c'est scaler sur d'autres villes en ayant la référence d'une première MVP, d'un premier POC sur une ville. Ensuite, pour tout ce qui est ciblage, bah, le nombre de fans aussi peut avoir un impact en fait sur votre audience, ou comme le nombre de personnes qui ont déjà vu votre profil, quand vous allez faire des audiences qui se basent sur votre communauté existante. Et enfin, l'objectif, bah, par exemple, quand vous faites de la notoriété, vous allez cibler beaucoup plus large que quand vous allez faire de l'acquisition de trafic. Puisque rien ne sert d'acquérir beaucoup de trafic sur votre site internet si ce ne sont pas des gens qui sont fortement intéressés par ce que vous faites. Parce que si vous amenez beaucoup de trafic sur votre site internet, mais il y a un fort taux de rebond, ben ça va avoir des conséquences néfastes, par exemple, sur votre SEO parce que Google va considérer que vous n'êtes pas vraiment intéressant pour votre cible. Donc voilà, tout ça va jouer sur la taille de votre cible. Comment cibler? Vous avez plusieurs critères qui sont mis à votre disposition par la régie. Les ciblages donc démographiques, l'âge, le sexe, la localisation, la situation familiale. Si vous ciblez par exemple des célibataires, des gens en couple, des gens avec enfants, c'est des choses que vous pouvez faire sur Facebook, il est à ce niveau. Bien sûr, la langue. Ensuite, ça peut être aussi par centre d'intérêt. Il y a des milliers de centres d'intérêt qui sont disponibles sur Facebook. Ils se basent sur l'interaction qu'a pu avoir les gens sur d'autres pages du même thème, etc. Donc, bah, si vous ciblez des gens qui aiment le cinéma, bah, par exemple, Facebook va vous présenter votre publicité à des gens qui aiment la page déjà Gaumont, UGC, etc. Donc ça, c'est assez intéressant quand vous identifiez bien des secteurs. Après, ça peut être aussi des ciblages très comportementaux en fonction des habitudes des internautes. Vous pouvez décider de cibler que des gens qui se connectent sur smartphone et même voire même sur iPhone. Ça peut être intéressant si vous avez une application mobile disponible que sur iPhone, de ne cibler que des gens qui sont sur iPhone. Typiquement, ça, vous pouvez le faire uniquement depuis la régie Facebook et pas depuis l'application Instagram. Du coup, depuis l'application Instagram, si vous lancez une publicité et que votre app est disponible que sur iOS, bah, vous allez perdre quand même pas mal de... Enfin, vous allez payer des gens pour rien, quoi. Enfin, vous pouvez aussi cibler par ce que je vous disais tout à l'heure, par connexion. C'est-à-dire que vous pouvez dire à la régie Facebook, quand vous lancez une publicité Instagram, bah, je souhaite que vous ciblez tous les gens qui ressemblent déjà à mes abonnés de la page Facebook ou à mes abonnés de la page Instagram. C'est ce qu'on appelle aussi le look-alike ou audience similaire. C'est hyper efficace et moi, je vous recommande fortement de tester cette audience. Dans la majorité des cas, ça marche très bien. En gros, Facebook va dire, bon, ben voilà, la communauté Instagram de cette page, c'est celle-ci. C'est ces gens-là, ils ont des critères communs, en fait, qui les rassemblent et il va cibler des gens qui leur ressemblent et ça marche super bien. Donc, retenez bien, look-alike, audience similaire. C'est vraiment hyper intéressant. Et enfin, le ciblage en retargeting, ce sont des gens que vous avez déjà ciblés. Le retargeting, ce sont des gens qui ont déjà visité ou interagi avec votre page Instagram, votre compte Instagram. Ce sont des gens qui ont déjà visité votre site internet. Ce sont des gens que vous avez dans votre mailing list, donc dans votre base de newsletter, par exemple, où vous avez leur numéro de téléphone. Et en fait, vous allez réimporter ces données dans Facebook et il va pouvoir les réadresser avec du ads. Donc ça, c'est hyper intéressant justement pour répéter ce point de contact sur des prospects et des publics un peu chauds pour justement faire du social selling. Et c'est là où on fait le plus de social selling.
Donc là, je répète un petit peu les audiences similaires. C'est quelques captures écran pour que vous puissiez y revoir, mais je viens d'en parler. Est-ce que ça va sur les audiences? Est-ce que vous avez une question sur les audiences? Alors, bonjour, à partir de combien de clients peut-on faire du lookalike? Peut-on le faire aussi quand on a seulement le numéro de téléphone? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Est-ce qu'on peut le faire avec le numéro de téléphone? Alors, ce qu'on peut faire avec le numéro de téléphone, ça va être plutôt du retargeting, c'est-à-dire du reciblage de ces personnes dont vous avez déjà les coordonnées. Vous pouvez le faire. Simplement, en fait, il faut que le numéro de téléphone soit le même que celui qui est renseigné dans Facebook. Aujourd'hui, Facebook a une grosse base de données de numéros de téléphone, puisque vous savez, vous avez souvent l'authentification à double facteur, que ce soit pour un compte personnel ou pour une page pro. Donc, c'est grâce à ça qu'il arrive à recroiser les données. Par contre, si par exemple, imaginons que vous avez un listing de numéros de téléphone ou d'email très professionnel, il se peut que le matching soit pas très bon si ils utilisent d'autres identifiants pour leur usage personnel. Mais sur une base de B2C, c'est très très bien. Et le lookalike, vous pouvez le faire assez rapidement. Il me semble que peut-être qu'il y a une barre à 300 ou 500 abonnés. Mais vous pouvez faire un lookalike sur des gens qui ont aussi interagi déjà sur une publication, sans qu'ils soient abonnés, qu'ils puissent, qu'ils juste ils aient mis un like à un moment donné. Vous pouvez les prendre en audience de référence pour créer le lookalike. Et donc, c'est pas forcément des clients pour le lookalike, hein, ce sont des gens qui ont déjà eu une interaction avec vous sur les réseaux sociaux, abonnés ou non. OK. Si vous avez d'autres questions sur les audiences, n'hésitez pas. En répondant à la question de Stéphanie, je me suis dit, peut-être que vous vous demandez comment on met en place le retargeting. Le retargeting se met en place avec ce qu'on appelle un pixel, donc un pixel Facebook. C'est un petit code que vous donne Facebook qu'il faut intégrer à votre site internet, tout simplement pour que Facebook puisse faire le lien avec le trafic sur le site internet. Ça, c'est quelque chose que même si vous n'utilisez pas de suite, c'est important de mettre assez vite en place sur votre site internet parce que, en fait, ce n'est pas rétroactif. C'est seulement à partir du moment où vous installez le pixel que vous commencez à collecter la donnée. Vous ne pouvez pas revenir sur de la donnée qui a été par le passé. Donc, tout ce qui est pixel, il vaut mieux les installer très tôt. Il vaut mieux l'installer pour rien que finalement être un peu déçu de ne pas l'avoir fait avant. Donc j'avance sur les placements. En fait, là, mes étapes, elles suivent vraiment, dans la régie publicitaire, les étapes qui vous sont demandées par la régie quand vous paramétrez votre publicité. Une fois que vous avez fait du coup, votre audience, on vous demande de choisir les placements. Donc, rarement, enfin en tout cas, moi je vous déconseille de laisser le placement automatique. Le placement automatique, c'est Facebook qui va présélectionner tous les emplacements. Donc là, vous avez les 2 captures écran et qui va diffuser partout. Vous allez choisir un placement personnalisé pour choisir les endroits où vous souhaitez que la publicité apparaisse. Typiquement, vous pouvez choisir de faire une publicité que dans le fil d'actualité Instagram, pas en story. Et du coup, vous pourrez sélectionner le fil d'Instagram, par exemple, et éventuellement le Explorer. La partie Explorer, c'est le deuxième onglet dans l'application Instagram qui vous permet de découvrir de nouveaux contenus. Ou à contrario, vous pouvez décider de faire de la publicité uniquement en story. Et donc là, vous sélectionnerez que la partie story. Vous verrez dans les choix que vous pouvez faire apparaître la partie Audience Network. Audience Network, c'est le réseau des sites partenaires avec Facebook qui affichent de la publicité venant de Facebook. Typiquement, il y a un site que souvent vous connaissez, le site Topito, qui a plein d'articles, un peu de blog, etc. Par exemple, c'est un site partenaire avec Facebook et du coup, vos publicités peuvent atterrir sur Topito si vous sélectionnez Audience Network. Audience Network, pour ceux qui connaissent, ça se rapproche beaucoup de Google Display en fait. C'est surtout pour faire de la notoriété, parfois un peu d'acquisition de trafic
et du social selling si vous êtes dans le cadre d'un retargeting. Une fois les placements déterminés, Facebook va vous demander, de choisir votre budget et du coup, quand vous allez jouer avec votre budget, vous allez aussi, voir que votre audience, bouge, le petit curseur que je vous ai montré tout à l'heure et les estimations prévisionnelles. Alors, la grande question, c'est combien je dois investir? Et là, je suis navrée de vous apprendre que je n'ai pas de réponse toute faite. Le budget va vraiment dépendre de votre objectif, quantitatif que vous vous êtes fixé au début. Et c'est assez difficile sur un premier lancement de campagne d'avoir une idée très précise de ce que ça va donner. La seule variable, c'est que si vous savez que vous voulez 100 clics, en gros, quand vous allez fixer vos budgets, vous allez voir les estimations de Facebook. Facebook va vous dire, bon, ben, si vous mettez 10 € par jour pendant une semaine, donc 70 € sur une semaine, vous allez pouvoir avoir chaque jour 5 clics, par exemple. Et donc là, vous allez faire 5 clics x 7, 5 x 7, 35. Je ne suis pas à mon objectif. Donc, visiblement, selon Facebook, il faut que je mette plus d'argent. Donc, vous allez augmenter. Euh, Après, vous allez petit à petit connaître votre coût par clic raisonnable par rapport à vos campagnes. Vous allez vous habituer et savoir quelles sont vos bonnes performances. Un coût par clic dans certains domaines d'activité, ça va être un bon coût par clic, ça va être 30 centimes. Mais dans d'autres activités, un bon coût par clic, ça va être 1,20 €. Donc, ça dépend vraiment de votre audience, de votre produit, de votre marque, de votre ciblage, encore une fois. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de jongler, comme je vous le disais, avec les estimations Facebook pour votre première campagne, bien analyser vos résultats, essayer d'optimiser vos publicités pour faire descendre au fur et à mesure ce coût par clic. Et ensuite, vous aurez, après quelques mois de test, 1, 2, 3 mois de test, vous aurez une vision plus précise de ce que ça vous coûte et surtout, finalement, si ce que vous dépensez, c'est rentable pour vous par rapport à vos attentes. Et il n'y a pas d'autre logique que de tester et d'être dans une méthodologie de test and learn. Alors, il faut bien commencer quelque part. Donc, souvent, nous, ce qu'on constate pour une start-up, c'est qu'on va dépenser environ entre 300 et 500 € entre 1 mois et demi et 3 mois de budget. Donc, pas sur des campagnes forcément toujours en continu, mais sur ce laps de temps, on va tester en fait sur des campagnes d'une semaine, sur des campagnes de 15 jours, parfois un mois, des budgets pour voir un petit peu comment ça réagit. On va tester bien sûr des objectifs, mais on va surtout tester des audiences et tester les messages qui sont en rapport avec les audiences. Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est la photo? Quelle photo marche le mieux? Est-ce que c'est celle du chien? Est-ce que c'est celle du chat? Est-ce que c'est celle du cheval? On va tester les accroches, les textes. Est-ce qu'ils préfèrent entendre que ça va leur faire gagner du temps, gagner de l'argent, gagner des amis, voilà. Il faut vraiment tester et puis surtout, vous verrez que, enfin, on voit que chaque audience est sensible à un message, à un visuel, à un support qui est différent. Donc, la réponse est assez voilà, complexe. Après, est-ce qu'il faut que vous mettiez un tarif journalier ou un tarif sur une période? Souvent, nous, on commence par des tarifs sur les périodes pour déjà essayer de voir aussi un petit peu les variations qu'il peut y avoir entre la semaine, le week-end, ou les heures de journée ou les heures de soir, pour qu'ensuite on soit plus pointilleux en fait sur par exemple, lancer des campagnes qu'en semaine si c'est là que c'est plus performant. Vous pourrez même décider que ça soit qu'en journée si finalement ça marche mieux en journée qu'en soirée ou vice-versa. Alors souvent, quand vous démarrez, moi je vous recommande de prendre 15 jours, de mettre un budget à peu près de 150 € par exemple sur une audience, sur 150 € pour tester plusieurs messages et le mettre sur la période de 15 jours pour que vous puissiez avoir une visibilité, une analyse de la saisonnalité, on va dire, ou enfin en tout cas
des jours qui fonctionnent le mieux. Et ensuite, vous pouvez choisir de payer par impression ou par clic. Donc, si vous êtes dans une dynamique de notoriété, il va mieux falloir payer par l'impression. Donc, on va parler de coût pour 1000 impressions. Donc, vous allez payer par exemple 10 euros, 15 euros pour 1000 impressions. Donc là, vous êtes dans une dynamique de notoriété. Mais si vous êtes dans une dynamique de faire du clic et de la visite sur le site, là, vous allez payer par exemple plus au coût par clic. Et du coup, vous allez monitorer plutôt à chaque fois que quelqu'un cliquera, ben, vous dépenserez par exemple 80 centimes. Et ensuite, est-ce que ça va là sur cette partie sur le déterminer en fait le budget et la durée? Est-ce que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair? Ce qu'on peut faire ensuite, si vous voulez, si quelqu'un veut prendre son exemple, quelqu'un peut réfléchir par exemple à quel est son objectif, quelle est sa cible, et on peut réfléchir un petit peu ensemble à quel budget on mettrait sur quelle période. Je continue juste sur la partie message publicitaire. Donc, finalement, est-ce qu'on fait une image, est-ce qu'on fait une vidéo, est-ce qu'on fait une story, etc. Ça va dépendre un peu de votre objectif. La story va énormément fonctionner pour tout ce qui est acquérir du trafic et avoir de la visibilité. Alors que, par exemple, le fil d'actualité va vous permettre d'obtenir plus de visites du profil ou aussi d'avoir de l'achat. Mais pour moi, ce qui compte surtout, c'est pas tant le format qu'on choisit, c'est surtout l'exécution du message et du visuel que vous allez faire. Donc, je vous ai mis ici un petit lien avec les guides de toutes les bonnes tailles pour bien ajuster. Bon, les stories marchent très bien actuellement. C'est pas très cher de faire de la story par rapport à notamment de la publication. Mais voilà, ce qui va marcher, c'est le message que vous allez adresser et le visuel. Aujourd'hui, on a besoin de visuels de très bonne qualité qui font très professionnel. Si ce n'est pas le cas, forcément, les gens auront de la méfiance et ne croiront pas en ce que vous leur dites et ne cliqueront pas. Quand vous êtes sur du domaine de la mode, de l'habillement, de la décoration, des choses très visuelles, on va avoir de plus en plus besoin de vidéos pour illustrer, surtout si vous êtes sur un produit qu'on a besoin de voir dans toutes ses facettes. Utiliser la vidéo semble essentiel. Et ensuite, le message. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit immersif, qu'il touche par les émotions. Souvent qu'il y ait de l'humain aussi pour toucher. Donc là, plus grand, plus frais, plus intense et sans sucre, finalement, vous êtes vraiment dans le bénéfice client et c'est ça qui va motiver les gens à cliquer. Je vous ai mis ici un petit peu la checklist, comme on vous avait fait tout à l'heure, de qu'est-ce qui va créer une bonne publicité. Pour moi, le visuel, retenez qu'il faut qu'il soit de qualité, dans l'émotion, si possible avec de l'humain, ça marche toujours un peu mieux, qu'il soit assez éclairé, clair, ouais, lumineux, voilà, c'est ça que je voulais dire, qu'il soit plutôt avec des couleurs vives pour qu'il sorte du lot, en fait, hein, du fil quand les gens scrollent ou quand les gens passent les stories. Et dans vos textes, en plus d'être orienté bénéfice client, de stimuler les motivations ou d'atténuer les freins, il y a 3 mots magiques. Le côté nouveau, le côté gratuit ou remise et le côté éphémère. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est limité dans le temps. Il faut au moins un de ces 3 composantes, c'est tiré de la neuroscience, cette stratégie, pour déclencher l'acte, en fait, pour déclencher le clic et pour donner envie. Nouveau, gratuit ou promotion et éphémère. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est limité dans le temps. Retenez bien ça et si vous ne l'avez pas mis dans vos campagnes, il y aura forcément, sans doute, une déperdition en termes de qualité et d'atteinte des résultats. Je vous ai remis la checklist un petit peu pour que vous l'ayez en résumé en la suite des slides. Et du coup, je voulais passer à des exemples de publicité pour qu'on puisse les commenter ensemble sur les quelques minutes qui nous restent. Est-ce que quelqu'un a une publicité à partager qui souhaiterait qu'on regarde? Top, merci Laura. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a personne qui en a fait encore.
Je vois que Ok. Joséphine, t'es connectée. Je sais que tu as un compte Instagram. Tu as peut-être une ad à nous montrer. Ou si tu en as déjà fait, je sais pas. Euh, ouais, ben en fait, j'ai fait pas mal de posts que j'ai prévu enfin, de mettre sur mon Instagram. Mais moi, le problème, c'est que je suis dans le cadre d'une marketplace. Et du coup, je dois m'adresser à la fois à mes clients finaux qui vont acheter des activités sur mon cours et à la fois aux formateurs qui vont mettre des cours sur ma plateforme. Et du coup, je ne sais pas trop comment m'y prendre enfin, dans ce cas-là pour pouvoir accéder à toutes les audiences, quoi. Ouais. Alors moi, là, j'ai une expérience en marketplace dans le cadre de la location de piscine. Donc, j'avais d'un côté des baigneurs et d'un côté des propriétaires. Je devais faire de l'acquisition de propriétaires pour avoir de l'offre, comme un petit peu toi, tes formateurs. Et c'était les baigneurs qui payaient, et qui faisaient marcher le modèle économique. Moi, je te recommande que sur Instagram, sur le contenu, tu aies quand même une cible prioritaire. C'est-à-dire que sur les publications, par exemple, tu t'adresses que à la cible, à une cible. Après, en story, tu peux faire, par exemple, des stories qui s'adressent un petit peu aux deux, mais il faut que tu sois très clair dans ta story à qui tu parles à chaque fois. Et vous, les formateurs, nanana, et quand c'est des clients, il faut qu'ils sentent que c'est pour les clients. Et après, ce que tu peux faire, c'est ranger tes stories dans des stories à la une, avec pareil, une story à la une qui va être très clairement orientée cible offre, et une autre story à la une avec une orientation très style demande. Et après, en termes de pub, moi, je te recommande, par exemple, de lancer des publicités, mais pas à partir de contenus déjà créés, mais de lancer de la publicité, c'est-à-dire que elle ne se verra pas sur ton profil, à destination de la cible que tu travailles le moins sur, par exemple, Instagram. Donc, D'accord, dans donc ton je peux cas, à avoir mon des posts, sens, mais je les fais juste en mode pub, donc ils apparaîtront pas sur mon profil. exactement. Ok. Exactement. Moi, je te conseille de faire ça parce qu'en fait, c'est quand même bien de focaliser son compte en général sur une cible, en tout cas pour la marketplace, ça je veux dire, sur la cible soit client, soit sur la cible offre. En story, on peut le faire par parcimonie si on identifie bien. Et si ton compte Instagram est utilisé par exemple pour les clients, ta seule possibilité, c'est de faire de la publicité pour les formateurs en story. Et de toute façon, un formateur, lui, il sera toujours rassuré de voir comment tu t'adresses et tu parles à ta cible client, puisque ça sera son client in fine, par exemple. Ok. Ouais, très clair. Merci. Avec plaisir. Ah, je remontre les 2 dernières slides. N'hésitez pas à me donner vos cas d'usage personnels. Je peux peut-être interagir et rebondir avec vous. Donc moi, c'est Angélique, c'est Kitak. Et en fait, effectivement, alors on a démarré Insta avec, en ayant pour cible des personnes qui veulent apprendre à coudre et coudre à partir de kits qui sont déjà découpés par des machines professionnelles. Donc, les personnes reçoivent des pièces coupées. Et en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est assez rapidement avoir vendu au moins, alors pour les débutants, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent apprendre à coudre, un pack formation, donc un premier pack avec des pièces coupées, mais aussi tout un tas de tutos qui leur permettraient d'apprendre à coudre et à bien servir dans leur machine à coudre. Et donc, l'objectif, ce serait d'ici Noël d'avoir vendu au moins 200 packs. OK. Donc 200 packs. Aujourd'hui, le site, il est déjà… Tu as déjà fait des ventes sur ce Non, produit-là ou non. pas? Non. OK. Là, je suis en train de tester le pack formation avec une personne à qui je fais le cours en direct pour avoir son ressenti. En fait, Garde son témoignage. l'idéal, ça serait peut-être que juste avant que tu fasses les ads, moi, ce que je recommanderais, c'est que tu essayes d'acquérir du trafic sur ta page donc de pack à coudre via des moyens gratuits, en activant ton premier réseau, en faisant une publication, en partageant dans des groupes, par exemple Facebook, où il y a des gens qui coudent, etc. Pour juste tester sur l'acquisition de trafic que tu as. Par exemple, si tu arrives à atteindre 100 visites de la page pack à coudre, voir combien tu en as qui achètent. Donc, imaginons, tu as réussi à faire venir 100 personnes en naturel, tu identifies qu'il y en a 3 qui achètent, par exemple. Donc, ça veut dire que tu as un taux de conversion de base, en fait,
pour commencer, hein, pour avoir un point de repère de 3%. Ce qui me semble dans les coûts du marché, hein, en même temps. Je te donne ça à titre indicatif. Si tu te dis que finalement, tu veux faire 200 ventes sur la période de Noël, avec Instagram Ads, peut-être que tu peux t'imaginer d'autres leviers, mais on va se dire que c'est avec Instagram Ads, il va falloir que tu te dises combien de trafic en fait sur le site tu vas devoir générer. Donc, j'arrive pas trop à le faire de tête là, mais 200, on va dire que tu vas devoir faire 10 000 visites, quoi, à peu près, pour avoir 200 ventes, en gros. Enfin, il faut faire le produit en croix, mais j'arrive pas à le faire de tête là. Mais tu comprends la logique. J'ai compris. Tu sais que ouais, voilà. Et donc, donc, tu vas te dire, OK, objectif trafic, 10 000 visites. Et du coup, ça va te donner un KPI pour essayer de créer tes audiences sur la régie et essayer de voir, OK, pour avoir 10 000 visites, 10 000 clics, combien de personnes je dois toucher, combien de budget je dois mettre. Là, tu vas regarder l'estimation que va te donner Facebook et imaginons, il va te dire pour avoir 200 visites, 200, donc 10 000 clics, imaginons, il faut que tu dépenses 1 000 euros. OK? Donc, toi, je dis n'importe quoi, hein, 1 000 euros, tu fais 200 ventes, ton kit, il vaut 100 euros, donc ça te fait 2 000 euros. Donc, apparemment, ça n'a pas l'air rentable, tu vois. Et donc, il faut que tu essayes de monitorer ton coût d'acquisition acceptable pour voir si dans les estimations Instagram, ça a l'air cohérent, tu vois. Okay. Tu m'as suivi? En gros, c'est une logique un peu mathématique qu'il faut faire. Hein. C'est, pour moi, 200, tu veux vendre 200 produits. Si ton taux de conversion il est de 2%, il te faut 10 000 visites. Tu regardes sur Facebook un peu combien va te coûter la visite et combien il te faut mettre d'argent. On va dire que, par exemple, en période de Noël, c'est quand même assez cher. Je pense qu'il faut que tu vises au moins 80 centimes. Et il faut que tu regardes si ensuite ça peut être rentable par rapport à ta marge, quoi. D'accord, ok, ouais. Et je rebondis justement sur ce taux de clic et ces taux de conversion. Est-ce que pour une cible plutôt maman, plus de 35 ans, enfin plus de 30-35, alors je sais que ça dépend du produit et autres, mais est-ce que tu as une fourchette en fait de taux de clic? Je vais te répondre, hein, mais je ne m'engage pas trop parce que, juste pour vous donner un exemple, j'ai travaillé pour 2 centres commerciaux qui sont situés à 10 km l'un de l'autre, donc même zone de chalandise, etc., mais qui ont une offre d'enseigne dans les centres un peu différente. Une était plus Zara, etc., et l'autre était plus Kiabi, etc. Juste pour les 2 centres qui sont à côté, qui ciblent les mêmes gens, ils n'avaient pas les mêmes coûts d'acquisition. Donc, c'est juste parce que l'image de l'enseigne, etc., avait un impact sur les gens. En gros, sur un coût par clic d'une maman sur Instagram, pour faire de l'acquisition de trafic sans forcément de la vente derrière. Donc, ça va être plus… vous, c'est pour de la vente? C'est pour acheter un produit? Oui, parce que là, tu parles d'un taux de clic alors. Tu parles, c'est taux de clic et taux d'acquisition. Hein. Ouais, de toute façon, coût par achat, j'ai aucune idée, je pourrais jamais te le dire comme ça. Mais le coût par clic, moi, je dirais sur les mamans sur Instagram, tu peux être entre 70 centimes et 1 euro. Mais même, tu peux être à moins. Hein. Enfin, j'ai déjà connu beaucoup moins. J'ai déjà connu à 25 centimes pour les mamans. Okay. Mais si tu veux te donner des idées à la louche pour commencer, si tu te bases sur 70 centimes, au mieux, tu auras une bonne surprise, quoi. Merci. Il y a une question dans le chat de Arnaud. J'ai bien compris tout cela, mais je me demande s'il n'est pas préférable de déléguer ces tâches à une personne compétente pour cela au niveau du boulot. Développer la start-up, je dois aussi être top sur cette tâche. Cela me semble compliqué à mettre en œuvre. En fait, il y a, Claire, au début, elle a dit quelque chose d'hyper intéressant. Je pense que c'est effectivement, c'est assez complexe et c'est un vrai job de faire des pubs. Moi, je vous recommande juste d'essayer quand même, vous,
pour comprendre de quoi il en retourne et aussi pour mieux driver demain, que ce soit un alternant, un stagiaire ou même un expert, pour un peu comprendre ensuite et pouvoir vous quand même analyser les données et comprendre ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. C'est quand même pas mal d'avoir alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire une espèce de formation où vous co-créez avec un expert, par exemple, les campagnes. Comme ça, vous le faites avec lui, vous comprenez. Soit essayer de le faire vous un petit peu et ensuite déléguer. Effectivement, généralement, une start-up, elle teste, on va dire, moi, ce que j'ai vu en général, pour entre 200 et 500 € de budget. Et après, elle remet 500 € de test avec un expert. En gros, voilà, il y a eu 1000 € de test. Et au bout des 1000 €, soit elle décide de continuer à externaliser parce qu'elle sait que c'est que c'est quasiment rentable pour son activité, donc elle a plus peur de dépenser. Soit elle arrête parce qu'elle n'arrive pas à trouver la formule magique, on va dire, du ROI, quoi. En gros, c'est ce que j'observe la plupart du temps. Mais c'est quand même bien d'essayer de le faire pour au moins appréhender le sujet et comprendre de quoi ça, ce que, enfin, ce que ça implique, quoi. Excuse-moi, j'avais D'accord, encore une merci, question. c'est très Pardon, clair. vas-y. En fait, je disais, d'accord, merci, c'est très clair. En fait, on peut tester, comme ça, on voit de quoi ça parle. Et puis après, rapidement, l'idée, c'est de déléguer à une personne compétente pour ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus de ce que j'ai à faire, je pense que je vais me perdre. C'est ça. Et... Après, Non. dissociez bien, par contre, parce que vous allez avoir les coûts de diffusion, donc l'argent que vous mettez et que vous donnez à Instagram ou Facebook ou n'importe quelle autre régie. Et après, du coup, vous allez avoir ce qu'on appelle les coûts de production, c'est-à-dire la personne qui va créer, mettre en place les campagnes et créer les messages, les visuels, les vidéos, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut réintégrer aussi. Donc, à son budget. Souvent, on dit qu'il faudrait que les coûts, pour que ça soit en tout cas rentable comme investissement de déléguer et de prendre quelqu'un, il faudrait que les coûts de production, ça représente à peu près 30% des coûts de diffusion. Donc, 30% pour la production et 70% pour la diffusion. Et c'est vrai que du coup, souvent, sur la période de test, c'est normal que ce ne soit pas rentable parce que finalement, on met des petits budgets, mais c'est pour apprendre et pour savoir quelle stratégie mettre en place. Mais dès que vous avez fini votre phase de test, normalement, si vous choisissez de diffuser, de dépenser 1000, la production doit vous coûter 300, quoi, à peu près, sur les taux les ratios. Parce que si la production vous coûte trop cher, finalement, vous n'allez jamais rentabiliser ce que vous diffusez. Ok, merci. Donc, je reviens sur ma petite question, hein, toujours sur les coûts au clic. Quand tu es en retargeting ou en lookalike, c'est dans le même ordre ou c'est que si tu es entre guillemets à froid retarget, en fait, le retargeting, alors, le lookalike est vraiment pas cher. Le lookalike, c'est une audience qui est vraiment pas chère. Par contre, le retargeting, c'est une audience qui est hyper qualifiée. Donc, elle est forcément plus chère. Mais ce qu'on observe, c'est que, par exemple, si tu fais une pub pour acheter mon produit, si tu le fais à une personne que tu ne connais pas, le coût va être plus élevé que si tu montres d'abord ton produit, regardez, mon produit, il est génial, et ensuite que tu recibles en disant achetez mon produit, là, le coût d'achat va être souvent moins élevé. Tu comprends la logique? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Après, parce que de montrer ton produit, ça coûte pas cher. Et de faire acheter ton produit à une personne qui te connaît déjà et qui t'aime bien déjà, ça coûte moins cher que d'essayer de le vendre à quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Voilà. Mais le retargeting, c'est quand même des coûts qui sont souvent un peu plus élevés, mais qui convertissent en fait beaucoup mieux. Ouais, donc au final, voilà. Okay, c'est un peu comme quand on compare les réseaux sociaux et Google. Google, ça coûte plus cher en acquisition, quand vous regardez le prix, mais Google convertit beaucoup plus que les réseaux sociaux. Parce que les gens qui tapent sur Google robe rouge, c'est qu'ils veulent acheter une robe rouge.
et c'est une donnée intentionniste, d'intention d'achat. Donc forcément, vous la payez plus cher, mais elle convertit plus parce que la personne, elle est là, elle vous cherche et elle veut acheter votre robe rouge, quoi. Alors que sur Instagram, elle ne vous cherche pas, elle est là en train de regarder toutes les nouveautés de ses amis, etc. Et hop, elle tombe sur la robe rouge. Ah tiens, voyons, c'est sympa, je regarde, bon, je verrai plus tard. Merci. Et juste, alors pour revenir, excuse-moi, je revenais au début quand tu parlais des objectifs et un peu du funnel, de passer notoriété et autres. En fait, dans la pub, à chaque fois, une fois que tu as commencé tout au début une notoriété et autres, tu retargetes en fait les personnes. C'est les mêmes personnes en fait que tu fais naviguer dans ces objectifs ou tu changes. Ouais, c'est ça. Ouais, le retargeting, c'est toutes les personnes qui ont déjà vu la pub et qui ont déjà interagi avec les pages, etc. Oui, mais quand tu parlais en fait excuse-moi, quand tu parlais des objectifs, des 4 objectifs, est-ce que dans la stratégie, en fait, c'est vraiment au départ de faire la notoriété pour tout le monde, mais c'est une fois après, quand tu descends dans le funnel, c'est ces mêmes personnes que tu recibles avec cette fois-ci un objectif, par exemple, d'engagement ou d'action? Ouais, oui, ou c'est complètement... Tu peux, mais ce qui est plus recommandé, c'est que tu recibles que les gens de cette cible-là qui ont interagi, en fait. Qui ont eu en fait Oui, voilà. quelque chose de positif envers ta marque. Parce qu'a priori, si tu recibles exactement ceux qui n'ont pas réagi ou qui n'ont jamais eu d'engagement après les avoir sollicités plusieurs fois, ça les intéresse peut-être pas trop. Donc, Ok, super, merci. Bon, ben voilà pour... Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, un grand merci Laura et Marie. C'était super clair, trop bien. Même moi, j'ai appris plein de trucs. Ah, super.